Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029 ». Monsieur le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Fortin-Pontiac remplace Madame Pras Darcy-McGee. Monsieur Fontessia Laurier-Dorion remplace Monsieur Leduc Hochelaga Maisonneuve et Monsieur Boissonneau-Arthabasca remplace Monsieur Bérubé Matane Matapédia. Merci beaucoup. Alors, messieurs, bienvenue à la Commission. Nous entendrons ce matin les groupes suivants. L'Union étudiante du Québec, qui est ici présente, ainsi que Éducation internationale. Alors, bienvenue. Madame, monsieur, je vais vous demander dans les prochaines minutes de vous présenter et par la suite, nous aurons une discussion avec les parlementaires et votre présentation va durer au total 10 minutes. Alors, le micro est d'ores et déjà à vous. Bonjour à vous, je m'appelle Flora Domanger et je suis présidente de l'Union étudiante du Québec. Je suis accompagnée aujourd'hui de Loïc Goyette, coordonnateur aux affaires sociopolitiques. Nous souhaitons tout d'abord remercier l'ensemble de la Commission de nous entendre aujourd'hui. L'Union étudiante du Québec est une association étudiante nationale qui représente 14 associations étudiantes universitaires de tous cycles confondus, francophones et anglophones, ce qui équivaut à 110 000 personnes étudiantes à travers le Québec, en allant de Rouyn-Noranda à Chicoutimi, en passant par Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Drummondville et Lévis. L'UEQ a pour mission de défendre et améliorer les droits et intérêts des personnes étudiantes québécoises, canadiennes et internationales étudiant au Québec. Dans cette optique, l'UEQ participe à la consultation sur la planification en immigration de 2026-2029. Notre mémoire aborde 12 recommandations regroupées en 3 sections. Les personnes étudiantes internationales contribuent directement à la société québécoise et à son économie. Elles étudient, travaillent, paient des taxes et consomment localement. Elles participent activement à la création de savoir au Québec et sont indispensables à la recherche et à l'innovation. Pourtant, les récentes décisions du gouvernement, notamment l'imposition de quotas sur les certificats d'acceptation du Québec, les CAQ, la suspension du programme de l'expérience québécoise, le PEC volet diplômé, minent gravement l'attractivité du Québec. Ces mesures envoient un signal clair à l'international. Le Québec ne se montre pas accueillant envers les personnes qui souhaitent y étudier et s'y établir. Ce signal a été reçu, comme le démontre la baisse des demandes d'admission. Nous invitons donc le gouvernement à recentrer la planification de l'immigration sur une vision plus juste et cohérente qui reconnaît l'apport de la communauté étudiante internationale à la hauteur de ce qu'elle apporte au Québec. Les universités tirent une part importante de leur financement des personnes étudiantes internationales. C'est d'ailleurs la vision du gouvernement. La politique de financement des universités mentionne explicitement que les investissements dans le réseau universitaire proviendront des frais imposés aux personnes étudiantes internationales. Toute mesure qui pourrait effet de réduire directement ou indirectement le nombre de personnes étudiantes internationales contribue non seulement à miner la réputation du Québec, mais à des conséquences dévastatrices sur les universités qu'elles vous ont exprimées dans le cadre des consultations, particulièrement celles en francophone et celles en région. Le Québec ne peut à la fois dépendre de la présence de ces personnes pour financer ces universités et en même temps les décourager d'y venir. C'est pourquoi nous recommandons que le gouvernement consulte obligatoirement la communauté étudiante et universitaire avant toute décision touchant l'encadrement des personnes étudiantes internationales et que les quotas de CAQ soient suffisamment élevés pour éviter toute baisse du nombre de personnes étudiantes. Par ailleurs, les établissements pourraient devoir refuser des personnes étudiantes qui ont besoin d'un renouvellement parce que leur quota est atteint ou est en voie de l'être. Ça engendre un risque de rupture de statut pour des personnes intégrées, francisées et déjà investies dans leur parcours académique. C'est pourquoi l'UEQ recommande que les renouvellements de CAQ soient exclus des quotas. Au-delà des quotas, les règles actuelles entourant le renouvellement des CAQ créent une série d'obstacles inutiles pour les personnes étudiantes déjà établies au Québec. 2 éléments sont préoccupants: la preuve de capacité financière et la mention obligatoire de l'établissement. Cela crée un fardeau administratif lourd, retarde les études et alimente l'anxiété. Nous recommandons donc de retirer l'obligation de redéposer une preuve de capacité financière lors des renouvellements de CAQ. Nous demandons donc aussi que la mention de l'établissement soit retirée des CAQ. Revenir aux règles de renouvellement antérieures est simple et essentiel pour que le Québec demeure une destination d'études accueillante et compétitive. La deuxième section de notre mémoire porte sur l'importance de rétablir le PEC volet diplômé. Depuis l'année dernière, il a été suspendu une première fois jusqu'en juin 2025, puis jusqu'en novembre, laissant les personnes étudiantes dans une situation d'incertitude et de stress intense. Cela prive des milliers de jeunes qualifiés, formés ici et déjà intégrés de la possibilité de s'établir durablement au Québec.
Comme voie alternative, depuis cet été, le gouvernement propose le programme de sélection des travailleurs qualifiés, PSTQ, aux personnes étudiantes diplômées qui travaillent. Or, il ne constitue pas une nouvelle porte, mais bien un recul marqué de leur accès à la résidence permanente, ne prenant pas en compte les réalités propres à la population étudiante. L'UEC estime que le PEC volet diplômé est le programme le plus adapté pour permettre aux personnes diplômées de venir s'établir de façon permanente. C'est pourquoi notre demande principale est la recommandation 6, que le PEC pour le volet diplômé soit rétabli avec les mêmes conditions fixées par la réforme de 2023. Nous invitons le gouvernement à reconnaître que le PEC et le PSTQ sont des programmes distincts et ne peuvent se substituer. Miser sur les personnes étudiantes diplômées, c'est investir dans une immigration qualifiée, francophone et déjà enracinée dans nos communautés. Les prochaines recommandations traitent du PSTQ en attendant le rétablissement du PEC pour le volet diplômé. Contrairement au PEC, qui permet un dépôt direct des demandes sans plafond ni compétition avec d'autres catégories de personnes candidates, le PSTQ impose une logique de sélection restrictive. Seules les personnes invitées par le gouvernement peuvent déposer une demande et les invitations sont limitées à certains volets. Le PSTQ, sans le retour du PEC, ne fait qu'augmenter le poids de l'incertitude qui pèse sur les personnes étudiantes et les dilue dans une catégorie beaucoup trop large. Plusieurs milliers de demandes sont toujours en attente selon le ministre de l'Immigration. L'UEC recommande qu'un volet sans déclaration d'intérêt soit réservé aux personnes étudiantes diplômées du Québec dans le PSTQ, dans l'attente du rétablissement du PEC. Dans le cadre des scénarios des cibles migratoires proposés par le gouvernement, nous formulons une recommandation claire. Les personnes diplômées du Québec ne devraient pas être comptabilisées dans les cibles globales d'immigration économique, comme c'était le cas avant la suspension du PEC. Si le gouvernement maintient leur inclusion de ces cibles sans rétablir le PEC, il devient impératif d'aborder la cible la plus élevée possible pour permettre de garantir à un plus grand nombre de diplômés du Québec une réelle possibilité de s'établir de façon permanente. Nous recommandons donc que la cible de 45 000 personnes immigrantes admises par année au titre de la résidence permanente soit privilégiée, afin de ne pas limiter le nombre de personnes diplômées du Québec dans l'attente du rétablissement du PEC. Maintenant, sur l'exigence d'une année d'expérience de travail, cette condition retirée du PEC lors de sa réforme en 2023 et réintroduite dans le PSTQ. Pour l'UEC, c'est venir freiner des personnes étudiantes ayant déjà des critères demandés, sachant que le fédéral ajoute des freins. On demande que les personnes étudiantes ne soient pas soumises à l'exigence d'expérience du travail d'au moins 1 an du PSTQ dans l'attente du rétablissement du PEC. Sur la question de la connaissance du français, nous saluons les avancées obtenues dans le PEC et recommandons que les conditions de programme d'études où au moins 75% des cours ont été suivis en français, ainsi que la rédaction des travaux de recherche dans une autre langue que le français, conditionnellement au suivi de 75% des cours en français, soient conservées dans le PEC. Dans le PSTQ, seuls 3 types de diplômes secondaires sont reconnus comme preuves linguistiques, ceux délivrés en France, en Belgique francophone et en Suisse romande. Les autres pays francophones sont complètement oubliés. Donc, les personnes venant de l'Algérie, du Cameroun ou d'Haïti, par exemple, et bien d'autres pays francophones n'ont pas cette reconnaissance. Cette restriction oblige de nombreuses personnes étudiantes à passer des tests linguistiques coûteux et parfois difficilement accessibles, alors même qu'elles ont étudié en français pendant plusieurs années ou bien que leur langue première est le français. Cette restriction est juste discriminatoire. On demande que tout type d'études secondaires ou postsecondaires réalisées en français soit pris en compte dans le PSTQ en tant que preuve de connaissance du français dans l'attente du rétablissement du PEC. Enfin, l'UEC tient à souligner la situation particulière des personnes étudiantes qui déposent une demande d'asile. La situation d'un pays d'origine peut grandement évoluer durant les années d'études, obligeant certaines personnes à déposer une demande d'asile pour assurer leur sécurité ou leur dignité. Les demandes d'asile doivent être évaluées selon les dangers de retourner dans un pays, et non selon des critères arbitraires comme la durée de séjour au Canada. Nous recommandons donc que le gouvernement du Québec demande au gouvernement fédéral de continuer à traiter ces demandes, peu importe la durée de séjour prévue initialement. Pour conclure notre présentation, nous souhaitons rappeler que derrière les chiffres et décisions du gouvernement, ce sont des personnes qui paient les frais et l'incertitude de leur avenir. Nous voulions prendre quelques minutes pour vous partager le témoignage de Anne-Laure, étudiante d'origine française, qui illustre parfaitement l'incohérence des politiques migratoires. Anne-Laure est arrivée au Québec en 2017 via le programme Étudier et vivre au Québec qui recrute des jeunes d'outre-mer et les envoie en région pour étudier au cégep. Elle a ensuite obtenu son DEC en architecture en 2020 à Trois-Rivières. Cette même année a eu lieu la première réforme du PEC qui a complexifié les démarches vers l'obtention de la résidence permanente. Elle a donc décidé de continuer à l'université afin de ne pas impacter son parcours scolaire et professionnel. Elle s'est endettée afin de payer ses frais de scolarité et a obtenu son diplôme en baccalauréat en génie civil en décembre 2024, soit 1 mois après la suspension du PEC.
Donc aujourd'hui, elle se retrouve bloquée, sans voie, vers l'obtention de la résidence. Le PSTQ ne lui offre pas une assurance d'obtenir cette résidence due à la complexité des critères. Ça fait maintenant 8 ans qu'Anne-Laure est au Québec, a étudié au Québec, contribue à l'économie et travaille en ingénierie. Elle est intégrée et pourtant son futur est toujours incertain. L'UEC appelle à une refonte des politiques d'immigration qui place au cœur de ses priorités la rétention des talents formés au Québec. On voit déjà les impacts des répercussions des politiques d'immigration. Le BCI voit les demandes d'inscription chuter. Le budget 2025-2026 du financement des universités est en baisse. Ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie du Québec. Rappelons que les personnes étudiantes internationales sont la meilleure immigration possible, comme le rappelle lui-même le ministre de l'Immigration. Elles sont formées au Québec, intégrées dans nos milieux et prêtes à contribuer activement à notre société. Nous vous remercions de votre attention. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on commence la période d'échange avec les parlementaires. Monsieur le ministre et votre banquette, vous bénéficiez de 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. Les étudiants étrangers, particulièrement ceux qui sont dans nos cégeps, formation technique longue, et dans nos universités, sont définitivement une richesse pour le Québec. Vous l'avez dit, je l'ai déjà dit, ils sont souvent des immigrants, je veux dire, idéaux, diplômés ici au Québec, pas de problème de reconnaissance d'acquis, très souvent francophones, le plus souvent possible, évidemment, puisqu'il faut être francophone maintenant pour faire partie de l'immigration économique sous décision de notre gouvernement. Malheureusement, cette année, pour la session de l'automne, il y a une diminution d'inscription dans nos universités des étudiants étrangers. Ça arrive au Québec, mais ça arrive aussi en Ontario, ça arrive dans le reste du Canada, ça arrive dans les Maritimes. Comment ça se fait? Est-ce que l'ensemble du Canada vit le contre-coup de l'adoption de la loi 74, loi visant principalement à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers au Québec? Mais non. Ce qui a créé ce ressac-là, c'est surtout les politiques fédérales qui ont annoncé 2 années de suite, coup sur coup, l'intention de réduire de 50 %, pas 5, pas 12, 50 % des étudiants étrangers. Puis l'année suivante, 35 % encore de réduction. Ça, c'est le message du gouvernement fédéral. Ça fait très mal. Ça a eu des impacts. Et ce n'était pas ce qu'on souhaitait avec la loi et ce n'est pas ce que nous avons causé avec la loi, puisque le nombre de CAQ qu'on a distribué l'an passé permettait cette année d'avoir une stabilisation. Et dans notre cahier de planification, en ce moment, ce qu'on propose, c'est 110 000 étudiants étrangers. C'est loin d'une fermeture des frontières. 110 000 étudiants étrangers pour ce qui s'en viendrait. Et la légère réduction, bien, on souhaiterait la faire, non pas dans nos cégeps et dans l'université, surtout pas dans les 2e et 3e cycles, mais dans des entreprises privées qui se spécialisent à vendre le Québec en même temps qu'ils vendent le diplôme. Donc, je pense qu'il faut rassurer nos cégeps, rassurer nos universités, rassurer nos chercheurs pour dire qu'on va faire partie de la solution, pour avoir une prévisibilité, rassurer tout le monde et s'assurer qu'on va accomplir notre mandat tous ensemble avec un accent régional. Vous avez, dans votre présentation, déploré la diminution du nombre d'étudiants étrangers cette année. Globalement, sur l'ensemble du réseau, est-ce que vous avez un chiffre de l'admission cette année? Elle est de combien en pourcentage par rapport à l'an passé? Dans les chiffres que nous avons, c'est vraiment les demandes d'inscription qui ont été réduites, comme le montrait le rapport du BCI qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On voyait une diminution de 12 % dans les demandes d'inscription. Fait que nous, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve problématique parce que ça veut dire que le message qu'on envoie ici avec toutes les politiques immigration, c'est que les personnes étudiantes ne sont plus les bienvenues au Québec. Fait que ce soit avec les politiques fédérales ou même juste ici, on parle du contexte québécois. Le message qu'on envoie à ces personnes, c'est qu'elles sont plus les bienvenues. On leur bloque des programmes également pour qu'elles puissent s'établir de façon permanente. Et nous, ce qu'on voit, c'est que ça crée un stress intense qui fait que ça a des répercussions sur l'ensemble de nos universités. Ça a des répercussions dans le financement de nos universités. On le voit, la part étudiante augmente de plus en plus et pourtant, bien, on a une diminution du financement des universités. Juste clarifier quelque chose. Malgré la diminution d'inscription pour la session d'automne, la nouvelle cohorte cette année d'étudiants étrangers, l'effectif étudiant universitaire a augmenté cette année par rapport à l'an passé. Une légère hausse, mais quand même, de manière générale, on a plus d'étudiants sur nos campus parce que le fait qu'il y ait moins d'étudiants étrangers
est réel, mais le fait est aussi qu'il y a davantage d'étudiants québécois, un peu canadiens, mais surtout québécois. Donc, c'est important de le préciser, là. Il n'y a pas une désertion de nos campus. Il y a plus d'étudiants que l'an passé. Mais je tiens à le rappeler, la loi 74, là, qui vise à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers, maintenait les effectifs par rapport à l'an passé pour l'an 1. Il y avait des baisses intentionnelles, assumées, précisées, voulues, oui, pour des collèges privés qui étaient beaucoup dans des programmes courts. Donc, on n'est pas dans le réseau universitaire, on n'est pas dans nos cégeps, on était dans des collèges privés non subventionnés pour des programmes courts qui se servaient essentiellement de cet attrait-là, et souvent même pas en français d'ailleurs, pour vendre d'une certaine manière la citoyenneté canadienne. Le message qui a été envoyé était beaucoup plus fort du côté d'Ottawa qui dit « Moi, je coupe de 50 % et de 35 %. Quand les gens viennent au Québec, moi, je suis comme nationaliste, je me dis « Ils viennent au Québec, bien sûr. Mais si je quitte l'Europe ou l'Afrique, dans leur tête, ils arrivent au Canada. Puis le message du gouvernement canadien, c'était « On réduit de 50 % puis de 35 %. Je comprends que ça a eu un impact ici. On va travailler fort pour aider nos institutions à rétablir le message positif qu'au Québec, on est ouvert, puis on a besoin de cette force-là aussi pour faire de la recherche fondamentale. Je sais qu'il y a une grande proportion des étudiants de cycle supérieur qui sont des étudiants étrangers. Il faudrait travailler aussi un chantier, ceci dit, pour qu'il y ait davantage de Québécois qui poursuivent leur formation dans les cycles supérieurs. C'est probablement pas normal qu'on ait si peu de Québécois maîtrise, doctorat, postdoc, mais je lance la pierre à personne, puis on est capable je pense, de revenir à des niveaux qui ressemblaient à ce qu'il y avait avant. Ça ne fait pas 10 ans qu'on a baissé, ça a été un soubresaut cette année. Vous avez parlé du nouveau programme, le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs québécois. Le volet 1, il est tout nouveau, ce programme-là, donc il n'y a pas d'historique, on n'a pas beaucoup, par dizaines de milliers, des histoires à succès, des gens qui témoignent de leur parcours de réussite, parce qu'il est totalement nouveau. On l'a lancé là, en juillet-août cette année. Mais le premier appel de candidature, il était à 100 %. Tout le monde qui a été invité était des diplômés québécois. Ce n'était pas nombreux, parce qu'on commence le programme, mais c'était axé sur ça. Vous avez raison de dire, par contre, que ce n'est pas garanti. Ce n'est pas tous les étudiants, peu importe où ils habitent, peu importe la langue qu'ils parlent, peu importe qu'ils soient en histoire de l'art, en marketing ou en soins infirmiers, qui ont automatiquement, avec le PSTQ, le CSQ, le Certificat de sélection du Québec. Mais est-ce que c'est normal de le donner de manière automatique? Est-ce que c'est normal de dire on a un nombre limité de personnes qu'on peut inviter sur le territoire québécois comme résidents permanents? C'est pas 60 000 ou 100 000 ou 120 000. On a une capacité d'accueil qui est limitée. Est-ce que c'est normal de dire mais peu importe mes besoins en main-d'œuvre, peu importe que ta formation nous permette de combler un poste, on va t'accueillir, quitte à refuser ensuite des gens qui pourraient combler les postes? Est-ce que ce statu quo-là est souhaitable? Ben, moi, je pense que non. Pourquoi pensez-vous que oui? Et par rapport à cette partie-ci, nous, ce qu'on considère, c'est que les personnes sont déjà intégrées dans la société. Elles viennent au Québec pour pouvoir étudier. Ça fait plusieurs années qu'elles sont là. Elles sont intégrées niveau socialement. Elles travaillent aussi à côté de leurs études potentiellement. Fait que ça veut dire qu'ici, elles contribuent activement à la société. Elles veulent s'établir. Puis nous, ce qu'on leur dit, au final, c'est qu'après tant de nombre d'années, comme par exemple Anne-Laure, où ça fait 8 ans qu'elle est présente, on lui dit, ben non, finalement, on veut plus que tu sois présente alors qu'on est allé la chercher. Fait que c'est vraiment cette incohérence ici que nous, on trouve pas ça normal. On accepte des personnes sur notre territoire. Il faudrait qu'elles puissent pouvoir rester après de façon permanente. Oui, puis on est content de vous entendre dire que vous voulez envoyer un message positif à l'international, comme quoi le Québec, c'est une destination de choix pour étudier. Puis je pense qu'un des messages positifs, puis nous, on le mentionne dans notre mémoire, plusieurs universités aussi le mentionnent, là, ce serait le rétablissement du PEC. À l'international, plusieurs personnes viennent étudier ici, puis une fois qu'elles font leur vie ici, ils se rendent compte que
c'est cool, le Québec souhaite rester aussi, puis c'est leur permettre de rétablir le PIC. Je suis d'accord avec vous, c'est pas mal cool, le Québec. On peut être fiers des gens qui nous ont précédés. Hein? On a reçu ça, une société avec une belle démocratie, prospère, avec un réseau universitaire. Hein? C'est la génération de mes parents qui ont fait le rapport parents, qui ont créé le réseau UQ, qui ont déployé les cégeps. Puis on a la responsabilité d'essayer de faire même un petit peu mieux pour laisser à ceux qui nous suivent. Ça fait un Québec très attractif. Beaucoup de personnes un peu partout sur la planète veulent venir ici. Je les comprends, à la fois pour notre art de vivre, puis aussi pour la qualité de la formation. Si on dit qu'on ne revient pas à des seuils très bas, le Parti québécois, lui, il dit on est à 120 000 étudiants étrangers, on devrait retourner à 50 000. Le Parti québécois veut réduire de 60 % le nombre d'étudiants étrangers sur le territoire québécois. C'est sûr que si on fait ça, c'est pas ma politique du tout, c'est pas la politique de mon gouvernement, bien après, on peut bien dire, OK, ceux qui sont là peuvent rester comme résidents permanents. On réduit notre capacité de recherche, on s'attaque à nos régions, mais on réduit tellement qu'après, on peut dire ceux qui sont ici peuvent rester. Mais si on garde un seuil suffisamment élevé, nous, on propose dans le cahier 110 000 étudiants étrangers, bien, c'est difficile de dire que tout ce monde-là, automatiquement, devient résident permanent, devient québécois, devient canadien. Il y a des gens qui viennent ici et repartent. D'ailleurs, ils viennent ici, comme on dit, migrants temporaires. C'est un permis d'études. Après ça, c'est un permis de travail post-diplôme. Puis après ça, on voit, est-ce que cette personne-là réellement veut rester ici? Je le comprendrais. Est-ce que cette personne-là a réussi son intégration au marché du travail? Est-ce que cette personne-là répond à un secteur qui est en pénurie? Et si tout ça est vrai, comme on dit, excusez-moi l'anglicisme, on a un match. Et là, on se dit, bien, formidable. Mais de dire que c'est garanti avec un niveau élevé qu'on propose, ça devient un peu difficile. Vous me parlez de la capacité d'accueil dans votre mémoire. Page 11, vous critiquez l'usage de la notion de la capacité d'accueil par le gouvernement du Québec. Mais le nombre de places dans les universités n'est pas infini. D'ailleurs, les universités et les cégeps nous demandent plus d'argent au plan québécois d'infrastructure. Les cégeps nous disent qu'il faudrait rajouter 50 %. Ils disent qu'on aurait besoin de rajouter 50 % de plus de locaux de cégep. C'est des milliards et des milliards. Il y a un taux de chômage qui est plus élevé, particulièrement chez les jeunes, chez vos membres. Il y a une difficulté à se loger. La disponibilité de logement est moins grande, puis les loyers sont plus élevés. Est-ce que c'est pas ça, la capacité d'accueil? La capacité d'intégrer les gens, puis de leur donner une chance de s'établir durablement, de décrocher un emploi, d'avoir un logement décent? Oui, considérant la capacité d'accueil, c'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas de définition claire. Fait que c'est sûr qu'on peut jouer sur les mots et savoir un peu, OK, bien, qu'est-ce qui nous arrange en ce moment? OK, on va dire que c'est ça la capacité d'accueil. Nous, ce qu'on voit dans le contexte de la crise du logement ou ce genre d'affaires, c'est que c'est vraiment plus contextuel au manque de logement, donc prix abordable, etc., que ça repose. Il ne faut pas que ça repose ici sur les personnes étudiantes parce que celles-ci se regroupent principalement autour des centres universitaires. Tu sais, si on regarde également dans d'autres secteurs où la crise du logement est touchée, par exemple en Gaspésie, on a un taux d'inoccupation de presque 0 %, alors qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'immigration. Fait qu'attribuer le rôle de l'immigration à toutes les crises en ce moment sociétales au Québec, c'est ça qui n'est pas normal et c'est ce qu'on déplore. Fait qu'il faut vraiment prendre en considération que la population étudiante internationale est vraiment un ajout à la société. Elle contribue activement. Elle veut s'établir, veut être intégrée. Fait que c'est ça ici que nous, on appuie. Puis, je suis content que vous ameniez ça parce que il ne faut pas faire une relation de cause à effet. Je ne l'ai pas faite. Certains m'ont mis des mots dans la bouche comme quoi moi ou mon gouvernement, on disait c'est la faute aux immigrants, c'est la faute aux étudiants, c'est la faute s'il y a, par exemple, des enjeux de logement. C'est pas du tout ce qu'on dit. Par contre, alors qu'on est en période de pénurie de logement, question d'offre et demande, est-ce qu'on veut maintenir tous les temporaires sur le territoire québécois? On parle des étudiants, mais on fait la planification pluriannuelle
comprenez que, oui, on parle des étudiants, mais moi, j'ai aussi en tête tous les travailleurs étrangers temporaires, les 200 000 personnes qui relèvent du PMI, du fédéral, les autres 200 000 personnes qui relèvent de demandeurs d'asile du fédéral. Je regarde tout ça, puis on se dit, bien, considérant qu'on a un enjeu, par exemple, de logement, est-ce que on veut attirer plus de nouvelles personnes sur le territoire avant de construire des logements, ou est-ce qu'on ne veut pas régulariser la situation? C'est la question que l'on pose. Et d'aucune manière, je dirais, la pénurie de logements est causée par les étudiants ou est causée par les temporaires. Il faut juste se demander, par contre, si j'invite 10 personnes à souper chez moi, j'ai 8 chaises autour de la table, on a déjà 2 personnes debout, c'est gérable. Il y en arrive 2 autres, on est rendu 14, c'est gérable. On peut faire ça. La question, c'est est-ce que j'invite 5 autres personnes? Là, je me dis, bien là, attendez, on va faire un peu de place. Après ça, on va éviter d'autres mondes. C'est ça la notion de capacité d'accueil. Et d'aucune manière, je veux dire que ce seraient les étudiants qui seraient responsables de la pénurie de logement. Mais vous, comme UEC, vous avez des membres qui ont de la misère à se loger. Donc, il faut se demander, dans ce contexte-là, est-ce qu'on stabilise l'effectif étudiant des universités, ce qui est notre proposition, ou est-ce qu'on en ajoute 10 000, 20 000, 30 000 de plus? Je pense que c'est ça qu'on doit avoir comme débat de politique publique, sans blâmer un groupe plutôt qu'un autre. Certainement qu'on a des membres qui vivent activement la crise du logement, là, puis on a plein de propositions. Je pense que ce n'est pas le cadre des consultations là, de ces propositions, mais on a plein de propositions qu'on pourrait soumettre à votre gouvernement si vos collègues le souhaitent pour solutionner, ou en tout cas en partie, la crise du logement. Vous avez mentionné là, 110 000 personnes étudiantes, puis ça serait trop à accueillir de façon permanente au Québec. Là, je pense qu'il y a ni à l'UEC ni aucune autre organisation pense que toutes les personnes étudiantes qui viendraient au Québec souhaiteraient s'établir de façon permanente au Québec. On est loin de ça. C'est pas parce qu'il y avait le PEC qu'il y avait toutes les personnes étudiantes qui venaient au Québec qui souhaitaient rester au Québec, mais lorsqu'elles sont au Québec, dans le cadre, lorsqu'elles sont en personnes étudiantes, elles contribuent activement au Québec. On a vu qu'il y a 4,2 milliards de contributions au PIB. Elles contribuent aussi à créer 48 000 emplois. Pardon. Je suis désolé, c'est parce que le temps de notre échange est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Désolé de ne pas pouvoir poursuivre encore avec vous. Merci. Vous avez compris, je suis la gardienne du temps, donc quand je dis en terminant, il reste 10 secondes. Monsieur le député de Pontiac, bienvenue. Vous représentez l'opposition officielle et vous avez une période de 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Je vous promets de me rappeler que c'est une consultation, donc vous donnez le droit de parole autant que possible. Mais je veux juste revenir sur une chose que le ministre a dit, parce que c'est vrai, là, merci de m'accueillir dans cette commission-là. Moi, c'est la première fois que je prends activement part aux travaux de la commission. Puis, honnêtement, Monsieur le ministre, je ne comprends pas vos propos. C'est comme si Monsieur le ministre vient de dire, il y a des gens qui mettent des mots dans la bouche de mon gouvernement. On ne dit jamais que c'est l'immigration qui cause les problèmes de logement ou la crise du logement. Moi, j'ai une citation, là, selon François Legault, ça date du 11 juin 2024. 100 % du problème de logement au Québec s'explique par la hausse de l'immigration temporaire. 100 %. Alors, comment aujourd'hui vous pouvez être ici et nous dire on ne dit jamais ça, nous autres, que c'est de la faute de l'immigration? On ne dit jamais ça. 100 % du problème, selon le premier ministre, qui, en théorie, est votre patron. Quand même. Oui, Madame la Présidente, j'apprends à vous connaître, Madame la Présidente. Tout le monde a des règles un peu différentes, mais je m'excuse de devoir faire ce petit rappel au ministre qui est devant moi. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, la recherche puis l'innovation. Quand vous parlez de ça, honnêtement, là vous me rejoignez parce que le ministre, tantôt, a dit, bien, nous, on y croit à l'importance de la recherche, l'importance de l'innovation, l'importance d'avoir des cycles supérieurs. On aimerait même qu'il y ait plus de Québécois qui s'investissent dans les études de cycles supérieurs. C'est comme s'il nous disait, bien, mes politiques n'affectent pas en ce moment là, le nombre de gens qui s'investissent dans ces milieux-là. Mais vous avez des préoccupations quand même importantes par rapport à ce qui est proposé, l'impact sur la recherche, sur l'innovation. J'aimerais ça vous entendre peut-être sur ce que vous entrevoyez, sur ce qui s'en vient,
parce qu'on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Les recteurs d'université viennent ici. Mme Damour était ici hier pour nous dire « Faites attention à ça, là. Il y a un gros problème sur la recherche et l'innovation. » J'aimerais ça comprendre votre préoccupation principale autour de ça. De notre côté, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à hauteur de 32% des personnes étudiantes qui sont internationales, donc dans les cycles supérieurs. Fait que pour nous, c'est vraiment important de pouvoir bien les accompagner dans leur parcours. Ce qu'on voit dans les restrictions avec les quotas, les différents programmes, c'est qu'on leur permet pas de pouvoir s'établir durablement. Fait que, par exemple, quand ils vont devoir faire des demandes de renouvellement parce que leurs études prennent plus de temps que prévu, bien, elles pourraient se retrouver dans un flou et finalement devoir retourner chez elles parce qu'il y a un problème administratif. Fait que nous, c'est vraiment quelque chose qu'on déplore. Il faut que les personnes qui soient déjà au pays puissent pouvoir continuer à être présentes puis poursuivre leurs études. Ça va vraiment contribuer ici à l'innovation, à la recherche, et c'est ce qu'on veut, puisque en ce moment, ce qu'on voit, c'est que c'est pas mal de la population étudiante internationale qui se retrouve dans nos cycles supérieurs. Ouais. Sur la question des renouvellements, là, parce que vous y avez touché dans votre réponse, pouvez-vous me dire concrètement ce qui arrive, là? Quelqu'un qui, par exemple, fait face à un obstacle comme celui-là, doit renouveler son CAQ. Tantôt, vous avez dit que ça peut causer des retards dans les études, que c'est un fardeau administratif important, puis on sait que c'est pas facile. Pas facile faire affaire avec le gouvernement du Québec pour des choses qui sont simples d'habitude. Alors, j'ose même pas penser un renouvellement de CAQ, ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui a souvent la tête ailleurs, c'est-à-dire sur survivre financièrement, sur réussir des études, sur bonifier, améliorer son français peut-être, peu importe. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui est en cours d'études, doit renouveler son CAQ? Oui, bien, premièrement, plusieurs personnes étudiantes, que ce soit québécoises, internationales ou qui proviennent du Canada, ça prennent plus de temps dans leur étude que ce qui est imparti normalement pour le diplôme en question. Donc, lorsque une personne étudiante internationale fait ça, elle doit renouveler son CAQ, son certificat d'acceptation du Québec, et par la suite son permis d'études. En ce moment, il y a des quotas qui sont mis aux universités, puis les renouvellements rentrent dans ces quotas-là. Nous, notre crainte, c'est qu'une université qui arriverait proche de son quota ou par mauvaise gestion des quotas, étant donné aussi le moment où les universités reçoivent les quotas dans le cycle académique, elles ne soient pas capables de prévoir suffisamment de quotas de côté, puis doivent refuser des personnes là, qui seraient en renouvellement de CAQ, puis finissent leur parcours plus tôt que prévu, puis doivent retourner dans leur pays sans avoir de diplôme, avec plusieurs milliers d'argent investis dans des droits de scolarité au Québec, sans diplôme. OK, c'est des gens qui retourneraient dans leur pays. Ce n'est même pas des gens qui, temporairement, devraient mettre leurs études de côté, rester ici en attendant que ça se replace là, ou qu'ils obtiennent leur renouvellement. Des gens qui, carrément, retourneraient dans leur pays avec un diplôme à moitié terminé? Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ces gens-là sont sur le territoire en tant qu'étudiantes, en tant que personnes étudiantes. Si elles sont plus étudiantes, bien, elles vont devoir retourner. Après ça, est-ce qu'elles vont pouvoir revenir? Certainement qu'il y a des personnes là, qui vont trouver des moyens de réavoir un permis par la suite, mais en retardant leur processus académique de plusieurs sessions, de plusieurs années. Puis tout ça, ça apporte un stress et une anxiété importante, là, comme vous pouvez l'imaginer. Je nous encourage collectivement à penser si c'est vraiment ça qu'on veut. Est-ce que c'est vraiment le genre de situation qu'on veut créer au Québec où quelqu'un qui obtient là, un CAQ, donc qui est accepté, vient ici, fait une partie de ses études pour une raison X, Y, Z que vous mentionnez, là, vous en avez plusieurs des exemples, doit faire un renouvellement, là, se retrouve à devoir quitter le pays temporairement pour après ça, peut-être un jour revenir s'il obtient son renouvellement de CAQ. Est-ce que c'est vraiment l'expérience québécoise qu'on veut offrir? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut comme société d'accueil pour ces gens-là? Sur la question je reste sur la question du renouvellement là, quelques instants. Là. Vous en avez fait état dans votre mémoire, puis je trouve que ce serait faire erreur de passer à côté. Là. La question des gens qui étudient au cycle supérieur et qui, pour une raison ou une autre, doivent changer d'établissement universitaire. Vous faites état de la situation où, par exemple, un directeur de recherche
serait harcelant envers l'étudiant. On doit changer d'établissement de recherche. C'est ce qui arrive souvent quand on perd notre directeur d'établissement d'études, quand on perd notre directeur de recherche. Cette personne-là qui aurait dénoncé une situation de harcèlement se retrouverait potentiellement, vraisemblablement, à refaire un renouvellement de CEQ avec tous les impacts que vous venez de dire, c'est-à-dire possible retour dans son pays, etc. Est-ce que c'est des situations que vous avez vues, entendues, ou vous pensez que les gens ne feraient même pas? Les gens se garderaient de dénoncer le harcèlement par peur de se retrouver dans cette situation-là? Nous, c'est clairement une crainte qu'on voit spécifiquement. Tu sais, ça rajoute une pression supplémentaire sur la personne étudiante de « OK, est-ce que je me lance dans un tel risque? Est-ce que ça veut dire que je vais devoir se changer d'établissement? Ça veut dire donc devoir refaire tous ces documents parce que ce n'est pas pris en considération. » Ce qui fait qu'une personne qui vit une situation va devoir se questionner sur la critique qu'elle se fait mettre sur les épaules ou bien juste devoir repartir dans son pays. Fait que c'est vraiment juste subir pendant ses études, alors que là, on pourrait juste la soulager de cette charge-ci, puis lui dire, OK, tu vas pouvoir faire le processus de plainte, etc., pouvoir également changer d'établissement parce qu'on s'entend avoir un directeur, une directrice de recherche dans un domaine spécifique, il va falloir changer d'établissement pour pouvoir retrouver cette même spécificité. Fait que c'est sûr que ça rajoute une charge supplémentaire sur le bois de la personne étudiante, puis c'est ce que nous, on demande d'enlever. Okay. Encore là, je nous encourage collectivement à garder ça en tête. Je lève mon chapeau sur certaines des avancées en matière de harcèlement qui ont été faites au cours des dernières années, mais ce serait douloureux, je crois, de laisser une clause comme celle-là qui pourrait faire en sorte que des gens se retrouvent à ne pas dénoncer une situation de harcèlement. Là, collectivement, c'est de notre devoir de s'assurer que les gens ont toutes les opportunités et ne sont pas pénalisés s'ils font une démarche comme celle-là. Sur le PSTQ, je veux juste bien vous comprendre, là, et encore là, je ne suis pas un expert en la matière, mais tantôt, vous avez parlé, si je me souviens bien, de la Belgique, de la Suisse et de la France, je crois, là, où les diplômes sont reconnus, mais tous les autres pays francophones qui ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une situation où on a un étudiant qui, par exemple, dans ce programme-là, vient de la Tunisie et n'a pas son diplôme reconnu de la même façon que quelqu'un qui viendrait de la Suisse, par exemple? Est-ce que vous pouvez m'expliquer la démarche et le délai que ça cause, cette non-reconnaissance immédiate-là? Oui, bien, ces personnes-là vont devoir faire un test de français là, pour puis prouver leur capacité en français. Ces tests-là sont souvent très onéreux. C'est encore une fois des démarches supplémentaires qui vont être faites, surtout quand on sait que ces gens-là proviennent de pays francophones, ont étudié en français. Donc, a priori, on peut supposer que quand tu as un diplôme qui a été fait en français, bien, tu parles français. Puis il y a plein de pays. Puis on sait, là, il y a plus de personnes francophones au Maroc, par exemple, qu'en Suisse. Là. Donc, nous, on se trouve ça aberrant que certains pays francophones soient reconnus dans certains diplômes de certains pays francophones soient reconnus dans ce cadre-là, puis pas d'autres. Je tiens à rappeler quand même là, que nous, notre demande principale, là, c'est le retour du PEC. On trouve que le PSTQ n'est pas forcément adapté aux besoins et aux réalités des personnes étudiantes. Donc, notre demande principale, c'est le retour du PEC. Très bien. Parce qu'il me reste à peu près 2 minutes, Madame la... Puis, vu que c'est le temps du Parti québécois, je vais en profiter. Le Parti québécois propose de réduire le nombre d'étudiants étrangers à 50 000. Vous en pensez quoi? Nous, on trouve que c'est complètement aberrant en ce moment, considérant que la plupart de notre financement université dépend de ce genre de personnes. Notre économie québécoise aussi en dépend. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est que ces personnes puissent s'établir de façon permanente, puissent être vraiment bien accueillies au Québec. Très bien. Et je vous remercie de votre présence, de votre apport aujourd'hui. Et je m'excuse pour ma petite intrusion dans le monde parallèle du ministre tantôt, mais c'était difficile de passer à côté de quelque chose qui est si peu ancré dans la réalité des propos de sa formation politique. Je vous remercie. Maintenant, on en est rendu au deuxième groupe d'opposition et vous avez 4 minutes 58 secondes, étant donné que le temps n'a pas été tout pris par l'opposition officielle. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Écoutez, à votre recommandation 8, vous proposez que la cible de 45 000 personnes immigrantes admises par année au titre de résidence permanente soit privilégiée.
Donc, c'est la fourchette supérieure. Et ce qu'on peut comprendre de votre position, c'est que, ça, évidemment, en premier lieu, ça favorise la population étudiante, cette cible-là, mais de façon plus générale, c'est que vous considérez que le Québec a besoin de davantage d'étudiants et étudiantes internationaux, des travailleurs qui viennent d'ailleurs, une population en général, et que pour vous, la question des dépassements des seuils de capacité d'accueil ne joue pas tellement dans ces calculs-là. Est-ce que je vise juste? Ouais, ben, notre 45 000, là, on l'a pris, comme je l'ai dit quand même à quelques reprises, là, notre demande principale, c'est le retour du PEC. Le PEC était hors cible. Donc, s'il y a une cible, nous, on privilégierait la 45 000, mais on reste à penser que la meilleure solution pour les personnes étudiantes internationales, c'est le rétablissement du PEC. Le 45 000, on l'a choisi, là, puis on a évolué dans le cadre du cahier de consultation qui a été proposé dans le cadre des consultations. Le 45 000 était la cible la plus élevée. On pense que ça donnerait le plus de chances aux personnes étudiantes internationales de pouvoir contribuer au Québec. Rappelons-le, là, ces personnes-là sont déjà intégrées au Québec, qui sont la plupart francisées, ont déjà un cercle d'amis qui a été fait ici. Donc, on pense que la cible la plus élevée permettrait aux personnes étudiantes internationales de pouvoir contribuer par la suite là, au Québec. Est-ce qu'on a les moyens de les accueillir? La capacité d'accueil, là, nous, c'est un concept qu'on trouve flou, qui n'est pas basé sur des données probantes, ou en tout cas pas des données probantes sur lesquelles on a pu évaluer ce concept de capacité d'accueil. Donc, on n'est pas en mesure de déterminer c'est quoi la capacité d'accueil. Puis on critique l'utilisation de ce concept-là sans réellement l'expliquer puis le définir exactement si ça veut dire quoi, capacité d'accueil. Nous, ce qu'on considère ici, c'est qu'il faut vraiment prendre en considération que venir diminuer le nombre de personnes étudiantes au Québec, ça va avoir des impacts sur le financement, sur l'ensemble de la société. Fait que c'est ça ici que nous, on veut que ce soit pris en considération quand on regarde les cibles qui doivent être établies. Le ministre a mentionné tantôt la question très précisément du logement, comme quoi vos étudiants n'ont pas les moyens de se loger, et donc il faudrait fermer le robinet en quelque sorte. Et vous avez dit que vous avez d'autres propositions par ailleurs, vous avez des propositions concernant les logements. J'aimerais vous entendre. Quelles sont vos propositions? Ça m'intéresse. Et oui, nous, ce qu'on encourage dans le cadre plus logement, c'est sûr qu'on s'écarte un peu de la commission immigration, mais ce serait... Excusez-moi, on ne s'écarte pas tout à fait parce qu'on ramène constamment la question du logement au seuil d'immigration. Donc, on est dans le vif du sujet. Logement et immigration, aujourd'hui, sont étroitement reliés dans la tête du gouvernement et du ministre. Oui. C'est sûr que nous, on les dissocie pour le coup, parce que comme on le voit, la crise du logement touche l'ensemble du territoire et il n'y a pas forcément beaucoup d'immigration qui peuvent se retrouver dans ces zones-là. On le voit notamment en Gaspésie où il y a la crise du logement qui est bien présente et pourtant, il n'y a pas beaucoup de personnes immigrantes qui sont dans ces territoires-ci. Fait que nous, ce qu'on encourage, c'est vraiment plus de construction pour pouvoir réduire la crise du logement, également avoir quelque chose qui favorise le contrôle des loyers. Fait que nous, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on le voit, puis on le dissocie vraiment de l'immigration parce que pour nous, c'est aberrant d'associer les deux. Donc, c'est deux problématiques qui n'ont pas à être reliées ensemble comme c'est souvent fait dans le discours politique actuel. C'est ça. Pour nous, on voit que c'est un sujet beaucoup plus large, la crise du logement, que ça touche pas seulement la population étudiante internationale. Fait que c'est pour ça qu'on les dissocie ici. Très bien. Je vous pose d'autres questions, madame. Alors, si c'est terminé, je vous remercie pour votre présence en commission. Vos propos ont été accueillis par l'ensemble des parlementaires. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vais suspendre la commission quelques instants, le temps de recevoir le prochain groupe. Merci.